Bon, vous allez dire, Alex, tu regardes pas souvent les matchs des Kings. Alex, oui, vas-y. Tu regardes pas souvent les matchs des Kings. Marc-Antoine, moi, je le connaissais pas tant, mais dès le moment où on a fait la petite promo là, pour souligner ça, je savais pas qu'il était comédien à ce point-là. Tout de suite, tout de suite, il y a un bac. Il y a beaucoup d'esprit. Ouais, non, mais il y a un talent pour le jeu. Parce que l'interprétation, c'est pas donné. C'est vrai. C'est pas donné à tout. C'est un métier. Mais bravo. Parlant d'interprétation, est-ce que tu vas aller au karaoké du beat? Oh, boy, soir? pour le meilleur, pour le pire. c'est dimanche, c'est pas pire. Ouais. À Montréal. Oui. Oh, alors. Mais on a toujours notre spot. On y va 2 fois par année. Dis pas c'est où, parce que là. Non, c'est le monde va débarquer. Hordes de fans. Mais je suis un habitué du karaoké. Je me donne. As-tu j'ai juste des expressions en anglais, mais une valeur sûre, une valeur refuge? I am the Walrus. Ah, pour vrai? Et puis. C'est pas facile, ça. Non. Non, c'est pas pire. I am the Walrus et l'autre, c'est. Voyons. C'est pas grave. Ma gueule. Ah! Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, écoute, on pourrait épiloguer longtemps. Ouais. C'est bon, ça. Il y en a beaucoup à dire sur ta gueule. C'est ça. Très bon. Mais tu n'écoutes pas souvent les Kings. Je t'ai interrompu. Non, c'est correct, c'est parfait. Interrompez-moi, bon sang. Mais on parlait d'interprétation aussi. C'est ça. Toi, Martin, le karaoké, non. Mais j'ai pas un gars du beat. Je vais peut-être y aller. Moi, Est-ce qu'il t'invite quand même? Guillaume, qui est le grand organisateur, Guillaume Lefrançois de la presse, m'invite toujours, mais j'ai toujours fait faux bon jusqu'à présent, mais je vais peut-être y aller dimanche. Ouais. Mais sinon, chantes-tu? Dans les karaokés? Ben oui. Dans le karaoké, dans la douche. Oui, absolument. Puis, et toi, as-tu une valeur, une chanson non. type? Non. OK. Si tu veux des suggestions? Je suis très volontaire dans ces parties-là. Mais c'est très bien. Mais pour chanter en groupe. Alors, envoyez-nous... ça, c'est bon, ça. Envoyez-nous Sous le vent, comment est-ce qu'il s'appelle? Garou, en groupe, c'est bon, ça. Je dis ça comme ça. Envoyez-nous vos suggestions via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Un peu de travail pour RC Admin. C'est le nom... C'est le nom du robot qui s'en occupe. Non, je disais, je regarde pas... Non, mais quand j'ai vu les casques hier, j'étais comme... Quoi? Ça fait longtemps qu'ils font ça? Des casques en métal? Ça fait au moins 2 ans. C'est pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir des Satterley Popettes, là, ça fait très Capitaine Cosmos. Oui. C'est comme il y a les côtés mat puis les côtés matiques. Les côtés matiques, c'était plus doré et le côté mat, c'était le côté argenté. D'accord. Alors, c'était très mat. Oui. C'est pas très beau. Honnêtement, je pense qu'on peut les voir de l'espace. Il y a ça. Oui. Et pouvez-vous croire que cette équipe-là, genre, est une des meilleures équipes de la... Il y a comme une... Ça marche pas, là. Tu peux pas être une des meilleures équipes de la Ligue puis être coiffé de la sorte. C'est... Oui, mais tu peux aussi avoir un très, très beau chandail puis pas valoir un clou sur la glace. C'est ça. Les autres, ils ont choisi le bon filon, c'est-à-dire de former une bonne équipe. Parlant de beau chandail, tu fais référence à celui du Canadien, j'imagine. J'ai ouï dire qu'on étudierait la possibilité de mettre un casque bleu métallique l'an prochain, Martin. Ça me surprendrait pas. Je vais te faire fâcher. Ben moi non plus, ça me surprendrait. Écoute, si on peut en vendre, ça me surprendrait pas, moi non plus. Bon. Bleu métal. Oui, c'est exact. Voilà, hein? Elle est là, la promo. Elle s'écrit toute seule. Elle s'écrit toute seule. OK, aujourd'hui, les victoires morales s'accumulent. Struble versus Jacky versus Harris. Et revoici Jacques Martin. C'est tellement hockey, épisode 279. L'interprète de I Am the Walrus au karaoké des gars du beat, de la gang du beat, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas juste des gars. J'ai nommé l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Salut les gars. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est tellement dommage parce qu'on a joué une bonne première. On ne méritait pas de perdre par 2 buts. Puis là, il faut que tu ailles chercher le prochain. T'sais. Puis on n'a pas été capable d'aller chercher, de mettre ça à 1 but. Parce que là, ils mettent ça à 3 buts, puis là, ça va être vraiment difficile. Mais c'est pas impossible. Mais, si ils ont eu
tu travailles toujours pour tes bons, mais tu sais, comme sur le 3e but en avantage numérique, le gars va prendre un lancer puis il casse son hockey. C'est comme un change-up au baseball. Ça l'a surpris Montembeault. Tu sais, c'est un peu de malchance là-dessus. Mais c'est sûr, tu travailles toujours pour tes bons. Mais pour 2 périodes, là, tu sais, c'était pas une game de 3-0 après 2 périodes. Bon sang! Ah, hein? C'est donc. Tu vas trouver le temps long. Moi, je trouve le temps long depuis 2 semaines. Mais bon, je me parle. Je me parle. Je suis un professionnel, d'abord. Et je vais rester. Je reste là. Je m'en veux pas. Mais non, c'est correct. Écoute, ça va être ça. C'est correct. Puis, si on veut, sans être de mauvaise foi, c'est vrai que c'était mieux que le match contre les Kings il y a quoi, une dizaine de jours? Oui. C'est vrai que c'était mieux. Écoute, en première période, la formation 1-3-1 des Kings ne dérangeait pas le Canadien. Là. C'était une très, très bonne période. Un poteau de la part du Canadien. Il y en a eu un en début de 2e aussi, si ma mémoire est bonne. Le Canadien a eu plus de chances de marquer que les Kings. Les Kings ont marqué 2 buts... sur des gars qui sont parvenus au filet. C'était spectaculaire. Le but de Byfield, honnêtement, la façon dont il a renversé Goulet, comme si c'était... Qui n'est pas le dernier venu. Oui, mais c'est pas un poids lourd, Goulet, mais c'est un très bon défenseur. Là. Puis Byfield a plongé l'épaule vers l'intérieur, a foncé au filet, puis il l'a renversé comme si rien n'était. Fait que c'était pas un but marqué par hasard. C'était vraiment un but que les Kings sont allés chercher. Mais tu sais, ça fait partie du hockey, l'opportunisme et tout ça. Mais dans les 2 dernières périodes, les tirs, ça a été quelque chose comme 31-11 pour les Kings. Fait que, le vent a viré de bord. Fait que, et c'est ça, une jeune équipe de hockey ou une équipe de hockey qui est pas compétitive, tu es capable de produire une bonne période, de très bien jouer, puis tu as de la difficulté à être constant d'un match à l'autre, des fois d'une période à l'autre. Et puis les Kings, je les regarde aller, honnêtement, c'est une énigme, cette équipe-là. Là, tu regardes, ils viennent de battre un record de l'histoire de la Ligue nationale, qui n'est pas rien. 11 victoires de suite sur la route pour commencer une saison. Et tu regardes les statistiques de ces 11 matchs-là, ils ont marqué 50 buts en 11 matchs sur la route. 4,55 buts par match dans la Ligue nationale, c'est extrêmement élevé. 18 buts accordés seulement. L'avantage numérique a fonctionné à 27 c'est haut dans la stratosphère. Le désavantage numérique à 88,6 Et là, tu te dis, cette équipe-là, écoute, ils s'en vont directement à la finale de la Coupe Stanley. Et tu regardes leur fiche à domicile, 24e dans la Ligue nationale à domicile. C'est parce qu'ils n'ont pas de casse argent à la maison. Mais tu regardes ça et tu te dis fort probablement que quand cette équipe-là joue sur la route, elle simplifie les choses. On accorde peut-être plus d'attention aux détails du système défensif, puis on est plus patient. Puis c'est ce qu'on a vu hier. On commence avec l'idée de jouer un match plus serré. On n'essaie pas. Et c'est incroyable de voir une dichotomie comme ça entre les matchs sur la route qui sont censés être plus difficiles et les matchs à domicile. Donc, c'est assez énigmatique. Mais cela dit, ils sont très bons. Puis, et je ne sais pas si Martin Saint-Louis, je ne sais pas quoi penser. Il a dit que c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée cette année. Et le Canadien a joué contre des bonnes équipes. Il a joué contre les Bruins, il a joué contre Vegas. 2 fois. Est-ce que c'est la meilleure équipe que le Canadien a affronté, ou est-ce que le Canadien n'a tout simplement pas été assez compétitif contre cette équipe? Il y a peut-être une notion de bête noire un peu aussi, visiblement. Ils n'ont pas marqué. Ils ont été blanchis 2 fois et c'est 2 fois par les Kings. Ben, je pense que jusqu'à preuve du contraire, les Golden Knights de Vegas forment une meilleure équipe, sauf que si tu prends ça du point de vue de l'équipe qui nous a offert la plus grande opposition, ou la meilleure opposition, je comprends pourquoi il dit les Kings de Los Angeles, mais sauf que si tu regardes sur l'ensemble de la saison, une équipe comme Vegas qui, en tant que champion défendant de la Coupe Stanley, tire très, très bien leur épingle du jeu. Tu es obligé de se tourner vers eux quand même. Mais je pense que autant au niveau de leur fiche à domicile que sur la route, je parle ici des Kings, il va y avoir une certaine régression. Ça devrait s'améliorer à la maison, puis à un moment donné, ils vont finir par en perdre une sur la route. Mais c'est une équipe qui est vraiment bâtie pour les séries éliminatoires. T'as pas intérêt à leur accorder le premier but parce qu'ils deviennent tellement hermétiques. C'est sûr que les comparaisons avec les Devils de New Jersey des années 90 vont finir par pleuvoir à un certain moment donné, mais c'est une recette qui a été prouvée en séries éliminatoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tout ça, ils sont
aussi une machine offensive. Puis le fait d'être allé chercher Pierre-Luc Dubois, qui n'est pas transcendant au sein de leur équipe, il ressort pas particulièrement. Non, on l'a pas vu hier. Non. Et c'est rare. Honnêtement, c'est rare qu'on le voit à Montréal. J'ai pas... il m'apparaît pas comme un gars qui, quand il vient jouer contre le Canadien, il se distingue particulièrement. Comme beaucoup de joueurs québécois, parce que c'est un peu un classique, là, le joueur québécois connaît souvent du succès au Centre Bell. C'est ça. Pas vraiment. Mais de manière générale, il a quand même permis aux Kings de se doter d'une colonne vertébrale au centre qui est extrêmement solide, puis faire en sorte que là, ils peuvent étaler leurs atouts offensifs sur 3 trios. Pour l'instant, je sais qu'Arthur Kaliev joue davantage sur le 4e trio, mais c'est un gars qui a tellement un bon lancer. C'est un gars qui a des outils top 9, assurément. Mais là, avec Kopitar, avec Dano puis Dubois, t'es équipé pour Veillard. Absolument. Non, puis juste dans le cas de Dubois, c'est aussi, je ne veux pas le défendre, mais c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle équipe. C'est pas, ça arrive souvent, parce qu'il n'y a pas juste hier. Il y avait eu de la difficulté en arrivant à Winnipeg aussi. Sa première demi-saison à Winnipeg avait été assez discrète. Après ça, c'est devenu un marqueur de 27-28 buts avec les Jets. Il y a eu un rôle plus important. Fait que c'est peut-être un gars qui démarre lentement dans un nouvel environnement. Et écoute, moi, la comparaison avec les Devils, je la trouve intéressante. Mais tu sais, les Devils avaient Martin Brodeur et j'ai hâte de voir. Là, c'est Cam Talbot, 36 ans, qui a eu des mésaventures en série. Brodeur a déjà eu 36 ans. Ils ont ça en commun. Oui. Ouais. Mais, ils ont des jambières aussi. Mais c'est vraiment une équipe qui joue bien défensivement. Ils vont être capables de jouer. Il faut être capable, si tu veux aller loin en série, il faut être capable de gagner 2-1 en prolongation ou 3-2 en prolongation. Ils ont ce type d'équipe-là. L'expression « la trappe » est revenue souvent pendant le reportage du match hier. Donc, d'où un autre clin d'œil à cette équipe des Devils des années 90. Je vais vous entendre sur le 1-3-1 parce que il y en a été beaucoup question avant le match. Il y en a beaucoup été question pendant le match et beaucoup également après. Puis je ne sais pas si vous avez entendu Martin Saint-Louis dire... je vais paraphraser, là, mais oui, on aurait pu lancer la rondelle dans le fond pour aller la chercher, mais on essaye d'apprendre à jouer au hockey. Avez-vous entendu cette... Je suis curieux de vous entendre réagir là-dessus. C'est intéressant, mais en même temps, il n'y a pas... Moi, je m'y connais pas tant, mais il n'y a pas 22 façons non plus de battre la trappe. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense qu'ils ont... Martin Saint-Louis, à la suite du match à Los Angeles, est arrivé à la conclusion du fait que simplement envoyer systématiquement la rondelle derrière les défenseurs contre cette équipe-là pouvait être problématique, puis que tant que l'équipe ne tirait pas de l'arrière dans le match, essayer de garder la rondelle, de créer des jeux demeurait leur meilleure option, puis ils avaient des plans, ils avaient des tactiques pour pouvoir déjouer le 1-3-1 qui devient plus efficace quand l'équipe qui l'applique n'a pas la pression de marquer des buts. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu mènes 2-0 ou 3-0, ben là, elle ne te donne plus rien. Tu sais. Mais je pense que dans le cas du Canadien, c'est qu'il demeure... Tu peux pas changer complètement ta façon de jouer strictement à cause d'un adversaire qui a décidé d'appliquer un style qui n'est pas en vogue, qui est efficace pour eux, mais qui n'est pas nécessairement en vogue à travers la Ligue nationale. Todd McLellan nous a dit la veille du match... J'ai mis en place ce système-là en fonction des joueurs que j'avais sous la main. Quand j'étais coach à Edmonton, j'avais Leon Draisaitl, j'avais Connor McDavid. C'est pas ça que j'utilisais. Donc, c'est intéressant aussi de voir un coach qui dit « Je regarde les joueurs qui forment mon équipe. » C'est une bonne idée de faire ça, de toute façon. Ben, c'est parce qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Ouais. Tu sais, de dire, OK, que d'un côté, le coach va dire, OK, il y a des principes dans lesquels je crois, puis sans égard aux joueurs que j'ai dans mon équipe, c'est ça que je veux leur enseigner. Tu peux prendre cette voie-là. Tu peux prendre aussi la voie de dire, ben là, j'ai telle équipe, fait que je vais appliquer mon système de jeu en fonction des joueurs que j'ai sous la main. Mais à partir de quand ton directeur général, tu vas lui dire, ben là, va me chercher des joueurs qui vont fonctionner dans ce système-là, ou bien va me chercher des joueurs qui vont nous permettre d'appliquer le système que je voudrais, au fond de moi, appliquer, mais que j'ai pas été capable de faire à cause de l'équipe que j'ai sous la main. Tu sais, c'est constamment un équilibre qui est à trouver. Puis sauf que... Un bel exemple de ce que tu dis. Je me souviens quand les Devils avaient été chercher Ilya Kovalchuk.
C'est une équipe qui était habituée de jouer défensivement, en système, à pas marquer beaucoup de buts. Et Kovalchuk est arrivé, lui, c'était comme un loose cannon dans cette équipe-là. Là. Il n'y avait pas de système dans lequel tu pouvais l'enfermer. Puis il y avait comme une façon... Kovalchuk jouait, puis il faisait un peu ce qu'il voulait sur la patinoire, puis les autres essayaient de continuer et ça a été problématique. Les Devils ont piqué du nez à ce moment-là. Fait qu'il faut vraiment que tu t'adaptes au personnel que tu as. Il faut qu'il y ait une cohésion dans les joueurs que tu ajoutes à l'alignement. Je trouve ça intéressant. Fait que peut-être que Martin Saint-Louis, quand il dit nous, on veut apprendre à jouer au hockey, la formulation n'est peut-être pas la plus heureuse, mais en même temps, c'est parce que je pense qu'il veut persister dans ce qu'il veut enseigner à ses joueurs, à la façon qu'il veut qu'ils jouent, et ne pas nécessairement tout remettre ça en question à cause d'une seule équipe. Non, je comprends. Mais en même temps... il dit souvent aussi, il faut que tu joues la game qu'il y a en face de toi. Mais là, la game qu'il y avait en face d'eux, hier, c'était ça. Si c'est ça que l'adversaire t'offre, il faut que tu joues soyons de bonne humeur 2 secondes. Un mot sur Yaroslav. Bon, ça va pas bien. Juraj, voulais-je dire. Un mot sur... moi, encore hier, j'en reviens pas de... C'est qui ce gars-là? Il y a un déclic qui s'est fait. C'est fou, hein? Vraiment. Encore une fois, j'étais avec Gascon sur la passerelle hier, puis il y a une séquence, à un moment donné... Slavkovski est en possession de la rondelle, puis vraiment, là, il se fait frapper, il se fait harceler par un adversaire qui tente de lui ravir la rondelle. Il la protège, s'accroche au disque, réussit à sortir, à se séparer de cet adversaire-là, à continuer son jeu. Jamais on voyait ça il n'y a encore pas si longtemps. Là. Il y a 3 semaines. La protection de rondelle plus solide, il se fait frapper en possession de la rondelle, reste debout. Il y a vraiment... On en a parlé, c'est drôle parce que c'est comme un thème... Mais je pense qu'on va en revenir. Non, mais on fait 2 balados par semaine, puis on a beaucoup de choses positives à dire sur Slavkovski depuis un bout de temps, mais il y a des flashs, il y a vraiment une ascension qui se déroule, un progrès qu'on voit, là, ça se passe sous nos yeux, puis c'est intéressant de voir ça. Au hockey, c'est pas sorcier, là. Il faut que tu sois proche du filet pour marquer des buts, tu n'en marqueras pas de loin. Et ce qui est intéressant avec Slavkovski en ce moment, c'est qu'il apporte la rondelle au filet. Il crée énormément de jeux. Hier, il y a au moins une demi-douzaine de chances qu'il a fait et qu'il a provoqué pour ses coéquipiers en protégeant la rondelle et en la ramenant sur le côté du filet puis en faisant une passe devant le filet à un coéquipier qui allait être là puis qui allait avoir une bonne chance. C'est important d'avoir ce type de joueur-là qui, au-delà des belles longues passes transversales, etc., va être capable d'arriver de s'ouvrir une brèche puis de forcer l'espace jusqu'au filet en utilisant son physique. Puis c'est vraiment un de ses gros atouts. C'est un gars qui se perçoit d'abord et avant tout comme un fabricant de jeu. Alors, il sait là, que tout le monde lui dit sans cesse « Juraj, il faudrait que tu tires plus, mais lui, dans sa tête, il se perçoit comme un gars qui est un fabricant de jeu puis qui peut utiliser ses mains pour bien alimenter ses coéquipiers. Mais là, en plus, il utilise ses mains, ça, on le voit. Il utilise beaucoup mieux son physique, on le voit aussi. Il a arrêté de tomber, hein? Puis il est soudainement beaucoup mieux campé. Et la troisième chose, c'est que pendant qu'il protège la rondelle, il lève la tête puis il regarde où sont ses coéquipiers. Il regarde le positionnement des joueurs de l'autre équipe et sa prise d'information fait en sorte que il prend des meilleures décisions. Alors, tant que tu as une vision en tunnel, puis que tu te portes des œillères, puis tu dis, ben là, moi, je vais faire ça, là, puis tu prends pas l'information autour de toi, la palette de jeux qui sont à ta portée est très, très limitée. Puis ça, c'est quelque chose qui est tellement fréquent chez les jeunes joueurs. Je me souviendrai toujours Max Pacioretty quand il est arrivé. Au début, là, il y avait un tunnel. Là. Il y avait son aile gauche. Il restait sur son aile gauche. Il se levait très rarement la tête. Puis il se faisait frapper abondamment. On le voit moins se faire frapper, Slavkovski aussi. Des mises en échec. Absolument. Tout ça, c'est... Mais ça aussi, je veux dire, quand tu te lèves la tête pour prendre l'information autour de toi, mais tu vas voir le gars qui arrive pour te mettre en échec aussi. T'sais. Alors, c'est un apprentissage. C'est pas nécessairement lui qui était plus vulnérable qu'un autre. C'est qu'à un moment donné, il y a l'ajustement à la Ligue nationale implique certaines choses. Ces affaires-là. Puis il faut que tu te lèves la tête, que tu prennes ton information rapidement aussi parce que les gars arrivent sur toi plus rapidement puis tu as moins d'espace, surtout comparativement aux patinoires européennes. Mais là, il n'y a pas encore 80 matchs de jouer en Amérique du Nord.
puis on voit déjà un énorme progrès dans la qualité de son jeu. En début de semaine, il disait, après le match, qu'il sentait que le jeu se déroulait plus lentement autour de lui. Tu sais, quand ce n'est qu'une impression, là, mais on s'entend la perception de la vitesse, mais ça veut dire que tu es plus à l'aise dans ton élément. Là. C'est ça illustre le progrès. C'est une vieille expression du hockey. Là, le jeu se déroule lentement autour de moi, mais c'est ça. S'il ressent ça, c'est un très, très grand pas en avant. Non, j'en reviens pas. On va en revenir, là, mais j'en reviens un peu pas de ce qu'on voit. C'est un gros progrès. Rapide. C'est ça, la vitesse à laquelle ça s'est fait, c'est impressionnant. Jacques-Alexis veut absolument qu'on parle de Arber Xhekaj. Es-tu content, Jack? Là, on en parle. L'entendez-vous? Il est content dans sa logique. Je me fie sur toi. Je l'ai entendu. Depuis quand c'est Jack qui choisit les sujets? Non, mais une fois de temps en temps... Non, mais une fois c'est rare qu'on lui donne un petit... Un ananas. On n'est pas fin. On n'est pas fin. Hein? On n'est pas fin. C'est ça nos valeurs. C'est ça notre ADN. Non, moi, je voulais en parler aussi parce que, Xhekaj a été... c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé encore. Ça s'est fait un peu... il était blessé et pouf, tu t'en vas. Finalement, il est rétrogradé à Hamilton. Il est rétrogradé à Laval. Et on n'a pas beaucoup parlé non plus de Jayden Struble, qui, là, a quelques matchs dans le corps, dans la Grande Ligue. Puis pendant ce temps-là, Jordan Harris est absent depuis quelques semaines maintenant. Et on dirait que ça illustre un peu là où le Canadien est bien nanti, c'est-à-dire en matière de sixième défenseur, cinquième défenseur. Puis je suis curieux de voir un peu comment tout ça va se terminer, parce que c'est vrai que moi je trouve que Jayden Struble en ce moment, je pense pas beaucoup à Arber Xhekaj. On disait il y a pas si longtemps, Xhekaj, on peut pas s'en passer. Ben oui, on peut je pense, enfin, il me semble qu'on s'en passe, là, puis que c'est pas... ça se peut. Moi, dès le début du camp d'entraînement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était pas tout à fait à la hauteur comparativement à l'année dernière. La gang de la deuxième année, c'est pas pour rien que c'est un cliché. C'est que c'est une vérité pour bien du monde. C'est un gars qui a sauté certaines étapes. Autant il a été ignoré au repêchage, Arber Xhekaj, puis il y a une évolution tardive aux yeux des recruteurs. Il a aussi brûlé des étapes parce qu'il est passé directement du junior à la Ligue nationale sans même toucher à la Ligue américaine. Peut-être que lui, dans sa tête, il se disait « Je ne toucherai jamais à la Ligue américaine. » J'ai pas besoin de ça. Ça se peut. À un moment donné, il y a toujours la frontière entre la confiance et puis l'arrogance. C'est pas toujours une frontière qui est très, très bien délimitée. Je pense que le Canadien ne pourra pas se passer à long terme d'Arber Xhekaj parce que c'est un gars qui a un bagou sur la patinoire qui est trop rare. Il apporte un élément qui leur manque trop, puis que même à l'échelle de la Ligue nationale, c'est un type de joueur qui est extrêmement rare. Alors, le Canadien, pour moi, c'est un gars avec lequel ils vont compter. Mais il faut juste prendre un pas de recul et dire, OK, est-ce que ça lui rendrait service de le renvoyer dans l'action tout de suite, alors que avant même sa blessure, c'était clair qu'il ne jouait pas avec la même aise. Défensivement, il était vulnérable, il se plaçait hors position, il était à la recherche de la grosse mise en échec. À un moment donné, là, il y a David Savard qui est sur le point d'effectuer un retour au jeu. Jayden Struble, Gustav Lindstrom qui montrent qu'ils sont capables de jouer des matchs. Alors là, tu as des gars qui sont, même malgré les blessures en défense, tu as des gars qui sont là au moins, dans le cas de Lindstrom, je dirais en attendant. C'est une heureuse surprise compte tenu du fait qu'il joue beaucoup. Mais je ne serais pas là à dire, là, le Canadien peut se passer de Xhekaj, ils peuvent l'échanger parce qu'ils ont Jayden Struble. Non, je pense qu'à un moment donné, Jayden Struble va retourner à Laval, Xhekaj va prendre sa place, puis Struble, on saura que dans 1 an, dans 2 ans, quand on va avoir une place pour lui de manière plus régulière... je pense pas. On n'aura jamais de place pour lui. C'est un peu là vers ça que je m'en vais. On n'aura jamais de place pour lui. Parce que tu vas avoir Lane Hudson, t'as Goulet, si tu gardes Xhekaj, je veux dire... C'est ça. Puis là, on oublie Harris. C'est qu'à un moment donné, ce sont des jeunes joueurs. Je pense pas qu'ils ont beaucoup de...
que ça va générer beaucoup d'attractions ailleurs, parce que ce sont des bons jeunes joueurs, mais c'est pas... ça dépend lesquels, là. Struble, probablement pas, parce qu'il commence à peine à se démarquer puis à montrer qu'il est davantage chez les pros que ce qu'il était dans les rangs collégiaux. Harris, probablement pas non plus, mais Xhekaj, il attirait énormément d'attention. Goulet également. Mais à un moment donné, dire il n'y aura pas de place pour lui parce qu'il y aura trop de jeux. Je pense qu'à un moment donné, il faut... on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière parce que des blessures, il y en a tout le temps. Des gars qu'on attend n'arriveront peut-être pas. Puis Goulet, je pense que un jour, il pourrait très bien être transféré à droite. Je pense qu'une fois qu'il aura pris un peu plus d'expérience, il va être assez bon pour pouvoir être transféré du côté droit s'il y a des besoins à ce niveau-là. T'sais. Mais c'est vrai que le Canadien a énormément de jeunes défenseurs dans son organisation. J'ai toujours dit que c'était la principale force de sa reconstruction, la quantité de jeunes défenseurs qu'il a sous la main. Mais Struble montre qu'il est un de plus. Est-ce qu'il va être dans le top 6? Je sais pas, mais à tout le moins, il va être un jour, il sera une bonne monnaie d'échange. Ouais, c'est un gars de 22 ans, Struble. Puis je pense honnêtement qu'il étonne même les dirigeants du Canadien, la façon dont il joue. Ça semble être un gars très intelligent, qui connaît ses limites. Il fait pas rien de farfelu sur la patinoire, place pas son équipe en situation difficile. Puis le Canadien semble être dans une position où on se dit, on donne du soleil... on cultive notre jardin, on donne du soleil à tout le monde, on arrose ça, on regarde ça pousser, puis on verra à un moment donné s'il y aura des choses à s'il y aura des fruits. S'il y aura des fruits ou s'il y aura s'il y aura de l'herbe à couper, à retrancher. Là, mais c'est ça. Puis dans le cas de Xhekaj, il s'est peut-être un peu perdu aussi. Moi, ce qui me dérangeait le plus dans son jeu jusqu'à présent, c'était le côté discipline. Là, puis il avait un peu corrigé avant de se blesser. Mais le gars arrive directement dans la Ligue nationale de hockey, est devenu un des joueurs les plus populaires de l'équipe, contrat publicitaire, etc., le shérif, la réputation, tout le monde lui donne des tapes dans le dos. Et c'est un gars, la bonne vieille expression, là, c'est toujours mieux de devoir retenir un tigre que de devoir peindre des lignes sur un chat. Lui, c'est un tigre et c'est peut-être pas mauvais de le renvoyer à Laval et de dire, écoute, là, tu t'es écarté un petit peu du droit chemin. Écoute, Tiger. Il faut rester concentré, il faut faire les bonnes choses. Puis en même temps, ça permet de continuer à donner du soleil à d'autres joueurs. À d'autres plantes. Mais Xhekaj... Apparemment qu'il n'était pas content. Il est extrêmement... c'est sûr qu'il n'était pas content. S'il était content... Non, mais dans le sens... dans le sens... Oui, mais je veux dire, il y avait peut-être un peu de... Peut-être un peu de boudin au menu. Écoute, s'il est froissé, s'il est piqué, qu'il le prenne de la bonne manière. Je pense pas que le Canadien doit s'empêcher de prendre des décisions difficiles sous prétexte que ça va déplaire un joueur qui, tu sais, il n'y a pas... Il n'y a pas un contrat de 8 ans à 8 millions par année, là, encore, là, Xhekaj. Fait que, à un moment donné, le jeune, il a le droit de... On a le droit de lui demander de manger ses croûtes aussi, sans dire que parce qu'il est cédé au Rocket pour quelques jours, quelques semaines peut-être, ça ne changera pas le plan à long terme. C'est juste qu'il y a des choses... Il n'est pas à l'abri, lui non plus, de devoir améliorer certains pans de son jeu. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin, par rapport au fait, les histoires de shérif et tout ça. Il y en a mené large rapidement. Puis au début de la saison, je me souviens, on était à Brossard, je le regardais, il était sur la patinoire avec les entraîneurs, puis on le faisait travailler individuellement, là, comme pour travailler sur l'avantage numérique. Là, c'était le deuxième, le gars c'était le défenseur désigné pour animer la deuxième vague d'avantages numériques. Là. Je disais, wow, on monte rapidement. Là, ça va peut-être trop vite. On essaie peut-être trop de tirer sur la fleur pour la faire pousser. Fait que, ça fait pas de mal d'aller dans la Ligue américaine, mais c'est ça, il s'est peut-être un petit peu écarté de la route. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Est-ce que c'est l'esprit du temps des fêtes? Je sais pas, mais on a demandé à tous ceux et celles qui suivent
suivent les réseaux sociaux du Radio-Canada Sport. Quelle est votre famille préférée dans la LNH? Parce que vous avez peut-être vu ça passer, mais il y a une vingtaine de fratries dans la LNH au moment où on se parle. Combien pouvez-vous en nommer? Oh my God. Non, c'est une blague. Non, mais 20, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu sais, on pense évidemment, il y en a des... Les Kachuk. Oui, ça, c'est les évidents. Donc, on a demandé, il y a beaucoup de nostalgie dans les... Pardon? Les Hughes. Les Hughes, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de nostalgie dans les réponses des gens, mais sur le Facebook, Guillaume, Jack Quinn et Luke Hughes dans la LNH en ce moment, c'est vrai. Jonathan, toujours sur Facebook, j'aimerais répondre les Jackeye dans quelques années. Il va falloir commencer par que Harbour se place. Son frère est fringant aussi, les deux ensemble dans la même équipe. Ça va faire des... côté frère Hanson qui va... Achetez-leur des lunettes et ça sent la promo. Ouais. Ouais. Le département marketing du Canadien. Toujours sur Facebook, JB Ronald dit, la famille Sauter, je parlais de nostalgie, 6 frères, faut le faire quand même. Mais les Hughes risquent d'être plus talentueux. Je pense que oui. Richard Gauthier, toujours sur Facebook. La famille L'Aveuglette, il y en a un dans chaque équipe. Oui. La poignez-vous. Ça passe à L'Aveuglette. Très bon. Sur Facebook, Martin, les Ketchuk, voilà, ça revient. Christian, Gordie Howe. C'est pas mal, ça. Tu sais, le père qui a joué avec les 2 fils, avec les Whalers. Ça, c'est... Ouais. Ce qui est assez rare. Oui. Il y a eu au baseball, quoi, les Griffey? Tim Raines. Tim Raines a joué avec son fils. Mais le baseball, c'est pas vraiment un sport taxant, là. Tu peux jouer, tu peux en trottinant. T'as-tu quelques minutes qu'on en a? Ben oui, parce que Marc-Antoine aussi aime ça, le baseball. Et toujours sur Facebook, la famille Gretzky. Ça, c'est toujours c'est un classique aussi. La famille Gretzky, la famille qui a le plus de points dans l'histoire de la Ligue nationale. Avec Wayne, Brent. C'est tout. Qui tout? Non, il y avait Keith aussi. Mais Qui n'a pas joué dans la Ligue nationale? Non. Qui n'a pas joué. Sur Twitter, il y a Rock qui nous met une belle photo des frères Stachny. Oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est incroyable. Sur... Oui, mais ça, c'est ça. C'est une vraie histoire de famille. Ben, pas une vraie histoire, mais les 3 frères dans la même équipe, c'est pas mal. Sur le Gram, Stéphanie dit « Les Joseph me semblent vraiment sympathiques. » C'est bon, hein? Quand je vous demandais d'en nommer 20, vous n'y aviez pas pensé tout de suite, mais c'était une bonne, ça aussi. Puis sur le Tube, les Stachny, dit Jibis. Les Richard, ça aussi, c'est revenu souvent, mais je l'ai passé, mais la famille Richard, ça, c'est Pringle Guy sur le Tube. Comment ça, il y a autant de frères? Puis beaucoup de fils. On parle des Kachuk, mais beaucoup de fils aussi. Moi, ma théorie à cet égard-là, c'est pas génétique. Non, je pense qu'il y a une question de moyens. Parce que de plus en plus, le hockey, c'est un sport qui coûte cher pour se développer, puis trouver sa place dans des académies, dans des équipes élites, à participer à des tournois d'été, à avoir des entraîneurs spécialisés durant l'été, etc. Ça coûte de plus en plus cher pour se maintenir parmi l'élite. Alors, il y a une partie, à mon sens, qui est génétique. Il y a une partie aussi d'enfants qui ont grandi dans ce milieu-là, dans un environnement qu'ils comprennent déjà à un jeune âge parce qu'ils ont vu papa. Mais la troisième composante, c'est que l'accès à tous ces outils-là à la fine pointe, est facilité par le fait qu'ils ont l'argent nécessaire. Puis ça, on le voit, là, les fils de joueurs. Moi, ça me frappe depuis environ une dizaine d'années. Là, je couvre le repêchage depuis longtemps. Puis c'est année après année. Là, l'année dernière, c'était Snuggerud, entre autres, qui était le fils de Dave Snuggerud, qui jouait pour les Sabres de Buffalo à une autre époque. Mais il y en a tout le temps. Il y en a une quinzaine. Il y en a qui ne feront jamais la Ligue nationale. Mais sauf que des fils de joueurs... Bon an, mal an, c'est ça, entre 10 et 15 à chaque année. C'est étonnant. Avant, le hockey était un sport de fils d'ouvriers, d'enfants qui provenaient de milieux modestes, comme souvent les grandes vedettes du foot aussi. Et c'est devenu un sport de gosses de riches. Là. Il faut se le dire. Et c'est ça. Moi, je pense que le facteur déterminant, c'est vraiment de naître dans une famille où il y a une
connaissance approfondie du hockey. Les 3 frères Hughes, par exemple, leur père est un spécialiste du développement de l'enseignement technique au hockey. Oui, c'est ça. C'est un des bons, visiblement. Ils ont grandi dans cet environnement-là. Ils ont appris très jeunes. Puis quand tu pars avec une longueur d'avance très rapidement dans ce sport-là, ça permet de faire un bon bout de chemin. Mais moi, je suis convaincu que le facteur déterminant, c'est vraiment de naître dans un environnement où on connaît la recette. Mm-hmm. Et puis là, si tu as un enfant qui ajoute à ça la détermination de faire le reste du chemin, ça peut aller très vite. Donc, non, parce que j'allais dire, c'est ça, il y a 15 ans ou 10 ans, il n'y avait pas tant de fils de joueurs. Il me semble que c'est vraiment quelque chose de ben moi, la raison pour laquelle je lis ça à l'aspect économique, c'est la manière dont le sport a évolué, puis à quel point aussi l'explosion des salaires fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, fut une époque. Moi, j'ai encore de vieux collègues qui se souviennent de l'époque où ils donnaient des lifts à des joueurs du Canadien en sortant de l'aéroport. C'était une autre époque, mais tu sais, on vivait encore dans le même monde. Ouais. Les journalistes avaient gagné à peu près le même salaire que les joueurs qui couvraient. Là. Exact. Ouais. Mais là, à partir des années 90, évidemment, il y a eu des gros changements. Puis aujourd'hui, quand tu regardes justement les fils de joueurs, c'est beaucoup les fils de joueurs qui jouaient dans les années 90. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Puis à cet égard-là, Keith Tkachuk, ses 2 fils, c'est un parfait exemple. Il y avait... La quantité, la liste est interminable, mais mettons Jeff Brown, l'ancien défenseur des Nordiques, qui est très impliqué dans le milieu du hockey à Saint-Louis. Son fils, Logan Brown, qui a été un haut choix. Ouais. Ça n'a pas marché son affaire, mais il a été un haut choix de première ronde. Lui, c'en est un, mais il y en a le fils de Marty McInnes, le fils de, mon Dieu, le tout petit là, qui jouait à Vancouver dans les années 90, là, qui était une fusée. Geoff Courtnall. Non, pas Courtnall, mais bref. Je m'essaye. Cliff Running. Ouais. Ty Running, son fils, qui est 5 pieds 5, un tout petit, charmant petit bonhomme. Il ne fera pas la Ligue nationale, mais il a été repêché lui aussi. Alors, mais des fils de joueurs, il y en a sans arrêt. Non, mais je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus, mais aussi sans compter que les recruteurs aiment ça aussi. C'est quand c'est le fils d'un. Oui, absolument. Oui. Ils appellent ça, en anglais, ils appellent ça les bloodlines. Eux autres, c'est bien important, eux autres, les bloodlines. Ouais. Ça me rend heureux. Je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui m'est sympathique. Je le connais pas, là, mais... Il est super fort. Non, c'est ça. C'est quelqu'un de très bien. Et je me rappelle, vendredi dernier, on a manqué de temps à Marc-Antoine, mais on avait, avant d'enregistrer, dans une de nos exhaustives réunions de pré-production, c'est un truc avec des PowerPoint, puis des documents, puis c'est très structuré. Oui. Puis toute l'équipe est là. Et on avait évoqué l'idée de se demander si DJ Smith allait passer la fin de semaine. Il l'a passé, finalement. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer, ça. Parce que là, c'est ça. Jacques-Martin est de retour. Il a été nommé comme conseiller senior au groupe d'entraîneurs à Ottawa. Corrigez-moi si je me trompe, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et enfin, ça répond un peu à une question qu'on se pose depuis longtemps, à savoir est-ce que DJ Smith a tout ce qu'il faut là, pour mener ce groupe-là là où il devrait être, ou enfin là où il veut aller. Martin, tiens, je te regarde. Ben écoute, regardons la position au classement des sénateurs. Faut que tu regardes dans le bas. Faut que tu scrolles vers le haut. Mais tu sais, ils sont pas censés occuper le bas du classement dans cette division-là. C'est une meilleure équipe que ça. Le directeur général a été congédié rapidement en début de saison. On a nommé un président des opérations hockey qui avait des liens avec le propriétaire, mais qui a travaillé avec lui dans les rangs juniors. Puis là, à un moment donné, je sais pas, peut-être que
peut-être qu'on dit que ce serait bon d'avoir quelqu'un qui a l'expérience de la Ligue nationale aussi, puis un petit peu de recul pour dire qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses. Et là, tu te retrouves dans une position où peut-être que c'est très tentant de changer d'entraîneur, mais tu n'as pas de directeur général qui est là en place. Fait que est-ce qu'on travaille à l'envers? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que bon, c'est pas mauvais d'avoir une éminence grise, mais c'est une situation étrange à Ottawa en ce moment. Puis là, plus le temps passe, plus la côte va être difficile, difficile à remonter aussi pour les sénateurs. Là. Fait que faut prendre des décisions. Est-ce qu'on jette l'éponge encore une fois ou est-ce qu'on y va? Et c'est peut-être doublement tentant parce qu'on voit qu'il y a des changements d'entraîneurs qui sont survenus ailleurs, qui ont été positifs. Là. À Edmonton, ça s'est mis à mieux aller soudainement. C'est l'équipe de l'heure. Hines, au Minnesota, a connu beaucoup de succès en arrivant. Fait que là, c'est peut-être doublement tentant de passer aux actes. Non, puis juste puisque tu évoques les Oilers, je sais que les Sénateurs ont quelques matchs en main, mais je veux dire, les Oilers viennent d'en coller 5 de suite, des victoires, puis ça monte, c'est long, là. Ça monte tranquillement au classement. Là. C'est à peine s'ils ont bougé. Même si les Sénateurs commençaient à en coller des victoires de suite, là, c'est loin, c'est ça, sont loin d'être sortis de l'auberge. Ben là, c'est parce que le Wild du Minnesota, qui est l'autre équipe en feu, monte en même temps que les Oilers. Ouais. Mais là, ils ont tous les deux doublé les Ducks d'Anaheim, qui, eux, sont en perte de vitesse. Je pense que là, les prochains, là, dans leur mire, ça doit être les Flames de Calgary, de mémoire. Là, mais je pense qu'il y a le Kraken de Seattle également. Je pense que c'est deux équipes, Calgary et Seattle, qui sont prenables pour Edmonton et pour Minnesota. Moi, je vous avais dit il y a quelques semaines qu'à mon sens, autant ils avaient besoin d'aide devant le filet, autant la situation n'était pas était prenable pour eux à cause de leur force de frappe en attaque qui peut les sortir du pétrin. Elle l'a fait auparavant, puis c'est ce que McDavid, c'est ce qui se passe. Puis l'autre chose, parce que c'est pas la deuxième portion les 2 tiers de l'association Ouest, c'est des équipes qui sont relativement vulnérables. C'est un ventre mou. Oui, exact. Au milieu, oui. Ouais. Mais je voulais juste ajouter un mot à propos de Jacques Martin, parce qu'il y en a été question sur la galerie de presse à Brassard, puis il y a des journalistes qui me disaient, il me semble qu'à la place de DJ Smith, je serais un peu insulté. Il y a une certaine expérience dans le hockey comme entraîneur-chef. Il y a Dave Capuano à ses côtés comme assistant-entraîneur, qui a déjà été entraîneur-chef également. Mais à sa place, je verrais arriver Jacques Martin. Jacques Martin, c'est pas comme s'ils avaient mis un gars qui, comme entraîneur associé du jour au lendemain, qui est là puis qui finalement menace à tous les jours de prendre ta place. C'est pas comme quand les Blackhawks avaient été chercher Joël Kenville comme consultant quand Denis Savard était entraîneur. Exact. C'était excellent. C'était pas le loup dans la bergerie. Là. Exact. Je pense pas que... Jacques n'est pas un... Dans ce contexte-là, Jacques n'est pas un loup. Là. Alors, il est là pour aider. Puis si DJ Smith a le moindrement confiance en ses propres moyens, il va dire c'est bien, je vais prendre toute l'aide dont je peux bénéficier parce que ça va peut-être sauver sa job. C'est que c'est une marque de confiance, peut-être pas à long terme, mais à tout le moins jusqu'à ce que les sénateurs trouvent un directeur général. C'est que le signal qu'il reçoit d'en haut, c'est on voit que tu travailles fort, fait continue puis on va te donner les ressources pour favoriser les chances qu'on puisse virer ça de base. Ça ne garantit pas son emploi, mais c'est pas non plus, à mon sens, une menace de dire « Oh là là, il est sur le point de perdre sa job ». Au contraire, je pense que à court ou moyen terme, ça solidifie sa position. Quand tu es au dernier rang dans la conférence, tu n'es pas placé pour... Non, t'es pas placé non plus pour être insulté. Je veux pas. Non, c'est ça. Je veux pas. Ouais, mais DJ, non, j'ai dit non. Je pense que c'est François Gagnon que j'ai entendu dire Smith a dû accepter. On lui a pas imposé, on a dû lui proposer et il a dû accepter, peut-être pas. Son degré de gaieté de cœur lui appartient, là, mais ce serait étonnant que ce soit une décision qui lui ait été imposée. Là. Parce que si tu veux que ça fonctionne, il faut que. Il est là comme conseiller. Là. Je pense pas que tu as consulté l'entraîneur pour ça. Mais... Puis je fais référence à Gagnon parce que ça, je suis sûr que de l'avoir entendu de lui. Il disait que dans une rencontre avec Jeff Gorton racontait qu'on avait, lui et Hughes, avaient proposé à Martin Saint-Louis
un genre d'aide de ce genre-là et que Saint-Louis avait dit non, ça m'intéresse pas. Puis on en a déjà parlé à micro éteint ici. Puis peut-être que ça viendra, mais moi je reste étonné qu'il n'y ait pas... comment dire? Que ce soit un groupe d'entraîneurs recrues, puis qu'on n'ait pas cherché justement à peut-être ajouter un conseiller. Une dose d'expérience. Oui, exactement. Je continue de trouver que ça manque au Canada. Ouais. Là, semble-t-il que l'idée avait été lancée, puis que pour l'instant, du moins, il n'y avait pas de... Probablement, Martin Saint-Louis se dit j'ai des idées fortes que je veux implanter. Donnez-moi les coups des franches, je vais m'arranger. Puis dans ce contexte-là, il veut pas nécessairement trop se laisser influencer par une éminence grise puis qui a déjà ses idées arrêtées. Mais à la base, Martin est arrivé puis il a gardé tous les adjoints qui étaient déjà en place. Donc, il n'a pas amené son monde, mais quand tu n'as aucune expérience dans le hockey professionnel comme dirigeant, tu n'as pas de monde non plus parce que tu n'as pas passé... Tu n'as pas des années à avoir compris qu'est-ce que ça te prenait pour te compléter. Puis qu'est-ce qui pouvait potentiellement être redondant. Tu n'as pas nécessairement développé non plus un réseau au sein d'un personnel d'entraîneur pour dire OK, je sais qu'avec telle personne, telle personnalité, ça fonctionnerait bien, etc. Fait qu'il a fait, je vais prendre ceux qui sont là. Il a appris à travailler avec eux, mais ça demeure un groupe d'entraîneurs qui est extrêmement vert. Ça ne cesse de me fasciner. Mais il est au soleil, donc ça explique la belle couleur. Ah ben oui. Hey, tu t'en vas au soleil bientôt? Oui, la semaine prochaine. Ah non! Mais là, vas-tu faire tes interventions de là-bas? Non. Je ne croirais pas. Là, je vais être pris pour parler à Gascon, là. Oui. Ah ouais. Deux coques dans le... Remarque, peut-être que vous allez souhaiter que je ne revienne pas par la suite. Peut-être que vous allez vous amuser beaucoup. C'était quoi son nom déjà, l'autre? Leclerc. C'est peut-être ça. Je vais faire mardi, le balado de mardi prochain, puis après ça, je vais être absent pour au moins 3 balados. Écoute, il faut ce qu'il faut. Ah oui. Il faut ce qu'il faut, c'est comme ça. Non, mais ça m'a fait penser. C'est bien de préparer l'auditoire. Je pense pour un choc comme celui-là... Moi, je pense que ça va leur faire du bien de ne pas m'entendre. Ça fait du bien à tout le monde. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon cher. Toujours un bonheur. Marc-Antoine Gagnon, l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien. Non! C'est parce que j'ai parlé de François Gagnon tantôt. Appelle-moi donc Marc-André Grondin, un coup parti. Là. Mais êtes-vous parents? Cette blague-là, on l'a fait dans l'autopromo, mais je ne sais pas si elle a... Ouais. Je pense qu'on était rendu un peu trop space. Là. Je pense que quand les gens des réseaux sociaux te trouvent space, là, c'est parce que tu vas trop loin. Rendu au mois de décembre, comme ça, c'est combien l'amende? Non, mais là, on va commencer à infliger des sanctions. C'est un bête lapsus. Oui. S'il fallait que j'ai des sanctions pour chaque fois que je me trompe, ça me coûterait de l'argent à venir travailler. Marc-Antoine Godin. Il est marqué. Marc-Antoine Godin. Merci. Combien ça... C'est pas facile. Combien? C'est facile. Merci, Marc-Antoine. Hey, Mag, Godino. C'est plus simple de même, hein? Oui. Ben oui. Merci beaucoup. Et un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin qui est en régie. Dis quelque chose, Jacques-Alexis. Ah, il dit Marc-Antoine Godin, tu vois. Mais pourquoi tu m'aides pas comme ça quand je suis en détresse? Bon. On s'en reparlera dans un de nos meetings de post-production. Ces meetings-là, eux aussi, sont très... Il y a un lunch, puis... Bon. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne fin de semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.